Moi, j'avais déjà une question pour Mme Chailloux, puis une pour toi, Dominique. Peut-être commencer par la question de Dominique. Le critère légumes à 2-3 ans, on n'est pas en pleine période de néophobie alimentaire. Est-ce que c'est un bon critère? Pourquoi vous avez choisi ça? Je suis un peu surpris, mais bon, je pense que les légumes c'est bien, personne ne va contredire, mais c'est une période où l'enfant n'a pas encore remonté sa néophobie. Alors, dans l'étude, c'est 2 ans, hein. Donc 2 ans en étant optimiste, c'est le début. On a choisi 2 ans parce que comme le recul est long, ça permettait de ne pas attendre 6 ou 7 ans pour avoir les résultats finaux. Bon, 3 ans, c'est la limite administrative réglementaire des aliments pour enfants, qui vient essentiellement des nuages et du ciel, quoi, qui n'a pas une base scientifique très solide. Il fallait bien en fixer une. Voilà, donc pas beaucoup plus de choses à proposer comme élément de réponse. Et pour Mme Chailloux, c'est super bien, hein, vif, je connais bien. Les villes que vous avez présentées là, c'est tiré au sort les villes, ou bien vous avez choisi que les villes où ça a diminué? Voilà, bon, parce que un des problèmes de vif, mais bon, c'est très très difficile, c'est très beau. Il n'y a pas vraiment de groupe contrôle, me semble-t-il. Je crois pas. Et puis, bon, est-ce que c'est représentatif les villes que vous avez citées, ou est-ce qu'il y en a d'autres où ça n'a pas marché, d'autres où ça c'était mitigé? Enfin voilà. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans chaque ville du programme Vivons en Forme, il y a un chef de projet qui est l'interface entre la ville et le programme. Et quand vraiment le chef de projet n'est absolument pas impliqué, c'est-à-dire qu'il c'est difficile de mettre en place des actions, et quand il y a peu de mobilisation dans la ville, c'est sûr qu'on n'obtient pas ces résultats-là. Et là, les résultats qui ont été... Donc, c'est des villes où les résultats étaient bons, et c'est des villes où les chefs de projet sont très mobilisés, tous les acteurs de la ville, les acteurs locaux sont mobilisés, et c'est pour ça qu'on arrive à obtenir des résultats dans les villes où il y a une implication de toutes les structures de la ville, et c'est pour ça que VIF, c'est vraiment une mobilisation communautaire pour mobiliser toutes les structures de la ville pour avoir des résultats. Autrement, s'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de résultat. Donc il y a des villes où les résultats sont moins bons. Oui, tout à fait. Où il y a des villes où les chefs de projet ne sont pas mobilisés, et du coup, il se passe moins de choses. Ok. Une question dans la salle, madame. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir votre avis sur les plats industriels, autant les petits pots pour bébés ou les plats industriels pour les femmes enceintes. Voilà, quel est votre avis? Est-ce que c'est bien? Moi j'ai personnellement, je me dis que je ne vais pas conseiller les plats industriels, mais peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'en fait, on peut dire aux mamans, bah oui, les petits pots, c'est bien. Je ne sais pas quelle position avoir par rapport aux petits pots, ou même aux plats de légumes ou de poissons pour les personnes, les dames, les futures mamans. Futures mamans, c'est des adultes. Moi, je ne répondrai pas. Je pense que tu vas répondre sur les plats industriels. Par contre, je pense que le problème qui existe parfois, c'est que les mamans n'ont plus confiance aujourd'hui dans leur capacité à faire à manger des bonnes choses et à cuisiner. Et voilà. Donc c'est là où j'ai parfois une réticence sur la place de ces produits. Mais après, sur le plan de la composition, je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais j'aime bien attendre la réponse de Dominique. Oui, je pense que c'est une alternative à l'alimentation maison. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas le temps, je reprends le propos de Mme Le Lorrain, c'est bien de donner des conseils, mais encore faut-il qu'ils soient recevables par les individus. Donc si les personnes n'ont pas le temps, pas envie, pas la capacité, pas l'éducation pour le faire, charge à nous de les aider pour y arriver. Ces produits-là peuvent aider, et voilà, je pense qu'ils n'ont pas une charge négative par définition. Comme Jean-Michel l'a dit dans son propos, la sécurité des aliments en France, elle est assurée, donc il ne faut pas faire une équation, c'est industriel, donc c'est forcément mauvais pour la santé. C'est un outil, de préférence transitoire, dans l'attente que les gens expriment les qualités qui leur permettent de prendre le relais par eux-mêmes. Moi, je dirais les choses comme ça, quoi. Une autre question? Madame Laurin avait... Allez-y, madame.
Bonjour, Élodie, Fédération française des banques alimentaires. Juste pour ajouter un petit témoignage supplémentaire. En fait, donc parmi les 79 banques alimentaires, il y en a une trentaine où il y a des animatrices et des animateurs d'ateliers cuisine. Et sur la question de la prévention précoce, il y a des ateliers à Marseille et à Lille. Donc on s'appuie sur les fiches qui ont été faites par le Grand Forum des Tout-Petits, les fiches d'auto-formation pour les bénévoles de l'aide alimentaire sur la question de la prévention des 1000 premiers jours. Comme c'est tout nouveau, c'est quelque chose qu'il faut... Il faut former nos bénévoles là-dessus. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, chez nous, ça se fait à Marseille par 2 bénévoles qui étaient anciennes puéricultrices. Et à Lille, les 2 diététiciennes vont entrer là dans un programme pour les jeunes femmes mères qui ont quitté leur scolarité pour les aider à y re-rentrer ou bien à trouver une formation. Je voulais vous poser une question, Madame Lelorin. Comment vous voyez les leviers d'action pour faire en sorte qu'on arrête de lancer des messages à la population dont on sait qu'ils ne vont pas être reçus? Est-ce que ça veut dire qu'on n'implique pas assez la population dans la rédaction des recommandations, par exemple? Est-ce que c'est une piste ou est-ce que c'est totalement virtuel? Non, effectivement, je crois que le problème, c'est que les recommandations, elles sont extrêmement génériques et puis elles sont faites par des gens qui ont un haut niveau d'études, qui ont un haut niveau d'éducation, des ressources économiques, financières. Donc, ça serait une bonne idée de faire des recommandations qui soient réalisées conjointement par des gens qui ont une expertise dans l'accompagnement au changement. Donc, il y a des psychologues, mais pas que. On voit bien en entendant vos communications à tous que c'est pas qu'une affaire de psychologie. Il faut arrêter de dire aux gens ne soyez pas en burn-out, mangez mieux, etc. Enfin, le burn-out, c'est la même blague que l'alimentation. Mettez des gens dans des bonnes conditions, vous verrez, ça ira très bien. Mettez des fruits, légumes, de l'éducation à côté des gens, donnez-leur du temps et vous verrez que ça ira très bien. Donc il y a un des changements qui ne relèvent pas de la psychologie, il faut arrêter de culpabiliser les gens, et 2, sur la marge de manœuvre que nous, on a sur les facteurs psychologiques, oui, on est obligé de baisser la barre, et c'est vrai que moi, j'aime bien, parce que quand j'interviens auprès de professionnels en éducation thérapeutique, par exemple, ils disent toujours, mais oui, mais moi, je suis désolée, je suis soignant, et quand le patient, il arrive et qu'il mange du sel, et que je lui dis, c'est pas possible, là, vous risquez l'infarctus, c'est tout, c'est mon devoir de lui dire. Bah oui, tu peux lui dire, enfin vous pouvez lui dire, mais en même temps, de toute façon, il ne le fera pas, donc c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'il ne le fasse pas ou que potentiellement il le fasse un jour? Et donc je comprends la tension entre c'est ça, médicalement c'est ça, comme une femme enceinte qui fume, c'est... Voilà, je comprends tout à fait, mais en même temps, c'est pas en la culpabilisant ou en lui disant c'est grave, vous êtes à risque et votre enfant qu'on va y arriver. Donc, ouais, effectivement, c'est compliqué psychologiquement, mais le mieux est l'ennemi du bien sur ce problème. Oui, je comprends pas du tout pourquoi t'es pas en forme, en fait. Comment ça se fait? Tu devrais être en forme avec tout ce qui... Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on dit toujours aux gens. Ça me fait penser à un patient, une fois, ils étaient à 2, monsieur et la dame, je connaissais lui très 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 longtemps, puis elle avait des problèmes de sommeil, elle était très forte, lui était tout petit, c'était très rigolo, et elle s'allonge pour que je l'examine, et puis elle dit « Oh, je réussis pas à dormir », et son mari dit « Mais je comprends pas, t'as qu'à faire comme moi, tu penses à rien le soir ». Et donc voilà, il avait trouvé la solution, t'as qu'à faire comme moi, tu penses à rien. Et donc c'est toujours ce qu'on est en train de dire aux gens, mais je comprends pas comment ça se fait. Vous mangez pas équilibré, vous devriez. C'est vraiment ce que vous avez dit. Et sur le HCSP, je suis assez fâché, le Haut Comité pour la santé publique, quand ils ont proposé dans leur prochaine recommandation qui n'est pas adoptée, au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Au moins, c'est jusque combien? C'est 9, 10, 11, 12. Il y a une limite vers le haut. Et pour les gens qui sont à 1 ou 2, ils disent attendez, mais arrêtez votre histoire. Non, moi, déjà, si je réussis à en faire manger une portion par jour à mon mari, c'est tout juste. Donc, je pense que là, il y a vraiment un problème d'experts qui sont hors sol. Ils sont pas du tout. Ils sont déconnectés, hors sol. Donc, et je pense que là, il y a un vrai problème de fond, où la santé publique est faite d'injonctions qui sont déconnectées. Je pense que vous avez bien raison de le dire.
Alors, pour aller dans le même sens, c'est imaginer que vous avez tous, enfin peut-être, une alimentation à peu près équilibrée, vous lavez tous les dents au moins une fois par jour. Eh bien maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on va vous demander, vous qui êtes plutôt probablement avec un certain niveau d'éducation, de culture, de ressources économiques, ben moi je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne plus vous laver les dents pendant une semaine, et puis de manger, s'il vous plaît, 2 camemberts par jour, à chaque repas. S'il vous plaît, de ne plus bouger du tout. Je ne veux plus que vous bougiez du tout. Hein. Dès que vous pouvez, vous ne bougez pas. Et de faire ça pendant des années. Parce que c'est exactement ce que l'on demande aux personnes. Voyez. Donc, essayez au moins les dents. S'il vous plaît, ne vous lavez plus les dents pendant une semaine. Vous allez voir la difficulté que c'est. Et les réactions de votre entourage. Qu'est-ce que tu fais ? Ben enfin, je me lave plus les dents. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand on demande aux gens de changer alors qu'on est dans un environnement qui n'est pas favorable. Donc, bah, c'est une absurdité. Et pourtant, je suis vraiment je défends la psychologie. Vous imaginez, je suis quand même maître de conférence en psychologie, mais il n'y a pas que de la psychologie. Il y a aussi un contexte, un environnement. Les résultats que nous a montré Raphaël Chailloux sont impressionnants en termes de résultats sur l'obésité en quelques années dans une ville avec vos actions. Je voulais demander à Sophie, quels ont été les ressorts qui expliquent ces résultats dans le cadre de vos modèles? Qu'est-ce qui peut expliquer des résultats aussi convaincants? Parce que la démarche, elle n'est pas personnalisée. Là, c'est une démarche générale qui est efficace. Est-ce que ça veut dire que les démarches générales sont aussi efficaces que les démarches personnelles et individualisées? Alors, comme je ne connais pas l'étude, à part ce que j'en ai entendu, je vais essayer de répondre. Mais moi, déjà, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez dit, voilà, il y a une implication En fait, les villes où ça marche, c'est les villes où il y a une certaine implication. Voilà. Et on retrouve la même chose à un niveau micro, c'est-à-dire, vous pouvez faire toutes sortes d'accompagnements psychologiques. Ce qui marche, c'est l'implication que vous y mettez. Donc ça, c'est la première chose, même si elle n'est pas spécifique. Je pense qu'il y a des facteurs de motivation. Et ensuite, justement, le fait que la démarche ne soit pas peut-être, et encore, on n'en sait rien, justement, spécifique au niveau psychologique, on voit qu'un certain nombre de moyens mis en place marchent. Et c'était aussi votre propos avec des bons de réduction. À un moment donné, des actions concrètes marchent. Et c'est ce qu'on devrait demander, mais des actions réalistes, aux gens. Et en fait, il y avait aussi un facteur, je voyais le facteur humeur, motivation dans votre étude. Le but, c'était aussi que les gens se sentent mieux. Mais c'est pas en disant, voilà, il faudrait que vous escaladiez cette montagne sans moyens que les gens se sentent mieux. C'est quand on leur dit, bah, essayez une petite chose, et puis on verra. Il faut que l'objectif il soit hyper réaliste, quoi. Et alors, en fait, c'est le problème de la société, aussi le problème des patients, parce que les patients obèses arrivent au CHRU, par exemple, de Lille, et ils vous disent, je veux perdre 60 kilos, là, immédiatement, quoi. Donc tout le monde, on est dans des sociétés il faut que ça aille vite, il faut que ce soit parfait, il faut que tout le monde aille bien. Mais c'est juste pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible, ça demande du temps. Vous avez parlé de temps, on peut pas faire un changement comme ça en claquant des doigts. Parfois, il y a des facteurs de motivation, mais globalement, il faut du temps. Oui, je pense qu'il faut ajouter aussi que le marketing social, là, nous a permis de rentrer dans cette ouverture d'esprit-là. Et c'est eux, ces experts en communication qui nous ont empêchés de parler en médecins ou en paramédicaux et qui ont repris le langage des gens et qui ont mis tout de suite, il y a très longtemps, tout au début, le plaisir au centre et le bien-être. Et je pense que ça a été très moteur. Oui. Valérie Pietrouska. Merci. Oui, moi je voulais juste rebondir, déjà témoigner le fait que je trouvais qu'on parlait beaucoup d'empathie et que c'est réjouissant et peut-être justement partager ce qu'on a vu ce matin au programme Malin où on a envoyé 7 différents courriers à nos populations, nos familles en situation de précarité avec différentes tonalités et on avait un taux d'engagement le plus favorable sur le mailing qu'on appelait empathie. C'est-à-dire où on disait, bah oui, on comprend que c'est pas facile et on va vous accompagner et vous aider. Donc, moi, je trouve que c'est réjouissant tout ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a évidemment ce qu'on sait et après que la manière de le véhiculer par empathie, c'est celle qui finalement fonctionne le mieux. Oui, en fait, on connaît très mal le marketing social en France. En plus, c'est très mal traduit. Ça veut rien dire pour nous. Mais ce sont dans les pays anglo-saxons, c'est mieux développé. Et par exemple, les campagnes d'arrêt du tabac sont faites du point de vue du patient et non pas du point de vue des conséquences dont on sait que ça va juste servir de repoussoir. Hein. Et c'est ce savoir-faire-là qui était intéressant d'exploiter.
Ok, donc ça veut dire qu'il faut aimer les gens. Et ça veut dire que tous les gens sont intelligents, même si leur compte en banque n'est pas très rempli, et même si leur niveau d'études n'est pas très élevé. Moi, c'est ce que je retiens de nos échanges.